80% de nos métiers vont être impactés pour tout ou partie par ChatGPT. Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels. On va pouvoir faire tourner la cuisine d'un restaurant avec des robots dopés à l'intelligence artificielle. Selon Statista, il y a 40% de Français qui craignent que leur emploi soit menacé à court ou moyen terme par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? C'est la question qui revient le plus en ce moment sur les plateaux télé comme sur les plateformes. Sur une de mes vidéos, j'ai voulu avoir votre avis. J'ai lu pratiquement tous vos commentaires et vous étiez tous en majorité d'accord pour dire que l'IA ne nous remplacera pas. Et si vous aviez faux? Et si l'IA était déjà en train de nous remplacer? Pour répondre à la question, il me fallait un expert du domaine. J'ai eu l'honneur d'interviewer Jean-Louis Kegner, expert IA, fondateur de Gladia. J'ai voulu avoir son avis pour la question et j'ai voulu aussi comprendre pourquoi tout cet engouement derrière l'IA. Écoutez ses réponses, elles étaient très intéressantes. Je vous conseille de ne rien louper. Je m'appelle Jean-Louis Kegner, je suis le fondateur de Gladia, une société que j'ai créée à peu près il y a 1 an et demi. Avant ça, j'ai passé presque 6 ans chez OVH Cloud où j'étais le patron de tout ce qui était data, IA, même quantum computing, de base de données, choses comme ça. Gladia, en fait, on l'a démarré il y a 1 an à peu près. Donc, j'ai démarré la société il y a 1 an et demi, mais il y a 1 an, on s'est concentré vraiment sur la partie reconnaissance vocale parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché, c'était la catastrophe. Les modèles étaient pas bons. Ils étaient extrêmement lents. Google met à peu près 25 minutes à traiter 1 heure d'audio. Les qualités en général sont assez catastrophiques. Et puis, c'est pas des systèmes qui sont multilingues. C'est des systèmes qui fonctionnent langue par langue. Il faut définir la langue. On voyait plein d'utilisateurs qui enregistraient un audio ou qui faisaient des conférences ou des vidéos, quoi. Des systèmes de vidéo recording où toutes les 10 secondes, ils allaient voir est-ce que la langue elle a changé à travers une API. Puis si la langue avait changé, ils changeaient de modèle à la volée. Enfin, c'était vraiment la cata. Donc, nous, on a fait un système multilingue. En utilisant des modèles qui sont basés sur des LLM, donc on entend beaucoup parler en ce moment. Donc ChatGPT est un LLM, mais il y en a plusieurs autres. Et donc on a créé ce système-là il y a à peu près 1 an, et donc on a lancé on va dire le produit complètement en juin l'année dernière, puis ça marche plutôt bien. Voilà, et on va sortir un beau produit dans quelques mois avec. J'en dis pas plus, mais ce sera assez chouette. Ce sera des systèmes d'IA qui sont capables de faire des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant sur le marché de l'audio, quoi. On va suivre ça de très près, Et toi, concrètement, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à l'IA? Je vais pas dire depuis toujours, mais moi ça fait depuis 2010 à peu près, hein, depuis 2010. En fait, ouais, j'ai fait mes études en France, je suis parti au Canada, et quand j'ai fait la fin de mes études au Canada, à Montréal, j'ai fait mon master recherche sur ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc les systèmes experts, ça paraît un peu ça fait un peu vieux, mais en fait maintenant on appelle ça des knowledge-based decision systems, donc des modèles de décision basés sur les données. Et puis là maintenant c'est en train de revenir, puisque les LLM maintenant ingèrent de la donnée. On peut prendre des décisions grâce à la donnée qui a été ingérée avec tous les modèles GPT, etc. Pour commencer, il a fallu comprendre comment fonctionne l'IA et son évolution à travers le temps. Quelle est la différence entre le machine learning et les systèmes experts et comment on en est arrivé à des systèmes comme GPT-4? Et en fait, si tu regardes l'IA, il y a le monde de l'IA, globalement, il a trois gros blocs à l'intérieur. Il y a tout ce qui sont les modèles d'intelligence par la connaissance. Donc, on appelle ça des systèmes experts, des knowledge-based decision systems, etc. C'est tout ce que tu codes ou que tu hard-codes ou que tu décris un certain nombre de règles pour arriver à des décisions, et tu imites un humain en décrivant des règles. Tu as tout le modèle, les systèmes de machine learning qui sont plutôt des aspects mathématiques et statistiques. Et à l'intérieur de ce machine learning, qui sont en fait une manière spéciale de voir le monde, c'est-à-dire qu'au lieu de coder les règles, tu lui donnes en entrée un problème, tu lui donnes en sortie le résultat, et le système va trouver lui-même les règles. Il va apprendre lui-même les règles. C'est ça le machine learning. C'est la différence avec les systèmes experts où tu codes les règles. Dans le machine learning, en fait, tu décris le monde et il va trouver les règles. Et à l'intérieur de cet ensemble de machine learning, tu as un sous-ensemble qui s'appelle le deep learning, qui sont les réseaux neurones, qui sont une méthode mathématique pour arriver à ces mêmes objectifs, qui sont je te donne un problème, je te donne le résultat, tu trouves les règles. Et les réseaux neurones, ils ont explosé en 2000, j'ai à peu près 2015. 2015, il y a à peu près 7 ans, ça a explosé avec une librairie qui a sorti Google qui s'appelait TensorFlow, où tout le monde a dit les réseaux neuronaux c'était compliqué à coder, et d'un coup ça devient super simple, et c'est là que tout s'est emballé. Il y a à peu près, je dirais 2015.
Ça a commencé à s'emballer dans le monde des experts, des gens qui s'y connaissaient. Et ça a vraiment explosé il y a 5 ans avec un nouveau concept d'intelligence artificielle qui s'appelait les Transformers, qui a été issu d'un modèle, de papier de chez Google. Et ces papiers de chez Google ont introduit une nouvelle façon de penser, une façon de raisonner dans le monde de l'IA. Et si je fais simple, je vais faire extrêmement simple, extrêmement court, mais pour qu'on comprenne ce qu'a déroulé sur GPT. Avant, on voyait l'IA comme un bloc super linéaire, les choses arrivent les unes après les autres. Un peu comme en code, tu codes des règles, c'était un peu la même chose, les choses arrivaient les unes après les autres. Et quand tu arrivais dans les Transformers, tu plonges un problème au milieu d'un gros espace de nombres, ce qu'on appelle un espace latent, mais peu importe. Et le système peut se balader un peu partout. En gros, c'est ça le concept, pour aller trouver ses propres solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect linéaire, déterministe, je dois passer par là, puis par là, puis par là. Donc, il n'y a pas d'aspect séquentiel, etc. Donc, le système peut se balader partout pour résoudre ses problèmes. Et du coup, quand c'est arrivé là-dedans, ça a tout cassé. Ça a cassé la façon dont on comprenait le texte, la façon dont on comprenait l'image. Et puis après, ça a fait la même chose sur le son. Et puis là, vous êtes en train de le voir arriver sur la vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais vous tapez Runway ML sur Internet, vous regardez la génération de vidéos. C'est des trucs de fou. Donc, ce papier-là date d'il y a 5-6 ans et tous les modèles ont commencé à dérouler. Il y a GPT qui est arrivé, qui découle de ces architectures-là et puis voilà, ça a continué et là, on part dans des boucles de renforcement où en fait, on met l'humain qui vient réalimenter l'IA à l'intérieur du système et je pense que c'est important pour le sujet que tu veux traiter aujourd'hui, de comprendre que l'humain a toujours sa place et en fait, il est probablement l'élément le plus important qui a fait que les modèles sont aussi bons aujourd'hui. Vous l'avez entendu, l'explosion de l'IA s'est faite il y a 5 ans à travers le concept de Transformer. Mais pourquoi c'est maintenant que tout le monde en parle? Pourquoi tout cet engouement autour de l'IA et des modèles comme ChatGPT? Je lui ai posé la question, écoutez sa réponse. Pour moi, tu as 3 facteurs qui rentrent là-dedans. 3 ou 4 facteurs, parce que je vais peut-être en rajouter à la volée. Le premier, c'est que si tu dis que le sujet a vraiment commencé à exploser il y a 7 ans, 8 ans dans le monde dans le milieu des experts. C'est-à-dire que tu as énormément de gens qui sont arrivés en fin de master et qui ont dit qu'est-ce que je fais pour mon doctorat et sont arrivés sur cette nouvelle poche de réseau de neurones profonds, du deep learning. Et donc du coup, tu mets 3 ans à incuber un papier de recherche. Tu mets 3 ans à sortir un PhD en gros. Donc tu as toute une vague qui a dit oh, il y a TensorFlow qui est arrivé, qui ont commandé à coder sur TensorFlow et PyTorch et qui sont mis à reprendre les techniques qui étaient hyper trendy en 2015 à peu près, et qu'on commençait à les écrire. Donc, si tu veux, tu mets 3 ans à faire ça. Et donc, au bout de 3 ans, tu vois plein de doctorants qui sortent, plein de papiers de recherche qui sortent. Et donc, déjà, ça vient alimenter énormément le monde de la recherche et de l'ingénierie. Ça, c'est le premier effet. Donc, c'est l'effet université. Le deuxième effet, c'est les cartes graphiques, les GPU. Tu as eu un changement d'architecture à peu près il y a 7 ans. Tu as une nouvelle architecture de GPU qui est sortie par NVIDIA, qui a fait que ça a complètement chamboulé les capacités de calcul. Le troisième effet, pour moi, c'est les fonds d'investissement. Comme tu as l'IA qui a commencé à arriver, donc tu as 2 sujets. J'ai parlé de la recherche qui venait des doctorants et puis des chercheurs qui ont des grants, qui ont des financements qui sont plus faciles à avoir, puisque du coup, le domaine de l'IA devient plus accessible. Donc, du coup, on a tout un nouveau champ de capacité de papier de recherche en disant bah tiens, on n'a jamais fait de la reconnaissance vocale avec des réseaux de neurones profonds. Ah bah tiens, on n'a jamais fait de la reconnaissance de vidéo avec des réseaux de neurones profonds. Donc en fait, tu as plein de nouveaux problèmes qui émergent et donc tu peux avoir des financements dans la recherche. Du coup, tu as énormément de capitaux privés qui sont arrivés, qui ont généré plein de startups, de boîtes, qui ont fait avancer les choses, qui ont recruté les doctorants, comme je disais, qui ont fait avancer les choses, Et du coup, bah, tout ça, ça crée plusieurs ingénieurs et plusieurs chercheurs qui ont pris tout le domaine scientifique et qui se sont attribués dans le domaine industriel. Et après, si tu fais maturer ça pendant quelques années, 3-5 ans, bah, tu en arrives à créer des boîtes comme OpenAI, où tu as réussi à merger le meilleur des 2 mondes. Donc OpenAI, c'est un peu le mix entre des gens qui sont très très chercheurs, parce que OpenAI, c'est des très grosses brutes en recherche et en data science, mais c'est pas des très bons ingénieurs. Donc tu arrives avec des très bons comme ça. Puis après, si tu merges ça avec Microsoft, ce qui s'est passé il y a à peu près c'était en décembre, janvier. Microsoft a racheté, je crois, 49% des parts d'OpenAI, donc c'est quasiment un rachat.
tu as des gens qui sont très, très bons en ingénierie chez Microsoft qui viennent, ensuite, reprendre la main là-dessus et ramener à un autre niveau. Donc ça, c'est un peu tous ces effets-là, qui font que ça s'est accéléré. Et le dernier point, c'est que ChatGPT a rendu une techno qui était là depuis longtemps, hein. GPT, ça faisait longtemps que c'était là. Ils l'ont rendu accessible aux commun des mortels. Quand tu regardes, le nombre d'utilisateurs, qu'il y a, c'est-à-dire que n'importe qui vient poser une question et ça répond. Et ça, la magie, ça a été de rendre un système qui est complexe, simple pour le commun des mortels sans se poser la question de ce qu'il y avait derrière. On en vient à la question tant attendue, est-ce que l'IA va nous remplacer? Mais avant d'écouter sa réponse, je vous invite à ce moment de la vidéo à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à la partager. Moi, je vais te poser une autre question, parce qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent ta chaîne. Vous connaissez les petites routes de campagne en France. La question, c'est est-ce que tu laisserais une voiture autonome sur une route de campagne avec un tracteur qui arrive en face? On l'a tous fait. Tu serres les fesses, tu te mets sur le côté, tu manges un peu l'herbe, tu sens que ta roue est pas, et puis tu serres les fesses, puis limite tu freines. Est-ce que tu laisses, moi la question que j'ai, est-ce que tu laisses une voiture autonome? Non, non. Non, voilà. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. En fait, tu peux pas tout faire. La deuxième, c'est est-ce que tu laisses un robot piloté par l'IA t'opérer ou opérer ton enfant? Et en fait, le facteur que tu as, c'est pas un facteur. Et même si je te démontre avec des chiffres, et pareil, tu sais, la peur de l'avion, tu n'as pas peur de rentrer dans ta voiture, d'accord? Mais dans un avion, tu as toujours un peu peur, ça va se cracher, ça va se cracher. Je te montre les chiffres, je te dis qu'un avion, il a moins de chances d'avoir un accident que ta voiture. Et en fait, tu as un truc pour moi qui est au fond de tes tripes, qui est est-ce que tu as la maîtrise et est-ce que tu as le contrôle? Est-ce que tu as une sensation de maîtrise et de contrôle? Et en fait, ce sujet-là, avec l'IA, c'est un sujet qui est hyper profond. Je peux te démontrer que le système est plus fiable que n'importe quel médecin. Le fait que tu n'aies pas le contrôle, que tu n'aies pas le contact humain, que tu n'aies pas ces sentiments-là, c'est quelque chose qui te dépasse et qui fait que l'adoption de la technologie est toujours plus compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, oublions la techno, juste ton biais psychologique est déjà compliqué. Ensuite, le deuxième truc sur la techno, si maintenant je vais dans la techno, c'est super difficile à dire. Moi, je te dirais, il y a 5 ans, je te disais jamais de ma vie je verrais l'intelligence artificielle, l'AGI, tu sais, General Intelligence, et cetera, je le verrai jamais. Moi, je suis plutôt en train de dire on le verra entre 2 à 5 ans. Dans 2 à 5 ans, on va le voir. Et la raison pour laquelle, je dis ça, c'est que ça accélère tellement que c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Maintenant, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'entraîne sur des données qui sont générées par des humains. D'accord? Donc OK, elle va générer des données, mais elle ne fait que répéter ce qu'elle a vu. D'accord? C'est comme un mec qui est à côté de toi et qui copie en cours. OK, peut-être qu'il va faire une copie qui va être la même que la tienne. Est-ce que c'est pour ça que si je lui donne un autre problème, un nouveau problème qu'il n'a jamais vu, il n'y a personne sur qui copier, est-ce qu'il est capable de le résoudre? Je ne suis pas certain. Donc c'est un très très bon copieur. Si tu changes les 2-3 chiffres, il va recopier la même formule, il va changer les chiffres, il va les ajuster. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable, est-ce que c'est quelque chose qui est capable de penser à un nouveau type de problème, etc. J'en suis pas certain. Et une des bonnes analogies qu'utilise Yann Lequin, qui est un très gros chercheur, qui est un des pères des réseaux de neurones, il te dit, un enfant, quand il voit une pomme, il n'a jamais vu de pomme de sa vie, ou il n'a jamais vu de mandarine de sa vie, ou il n'a jamais vu de mangue de sa vie, ok? Il voit une mangue, il sait que si il la prend et qu'il la lâche, elle va tomber. Et tu lui as jamais appris les concepts de gravité, d'accord? Et donc intuitivement, il comprend le concept de la gravité, il comprend le concept que c'est un fruit ou que c'est quelque chose comme ça. Est-ce que les machines vont être capables de comprendre et d'avoir ces intuitions? Et selon Yann Lequin, non. Et c'est ça qui définit l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations jamais vues. Donc moi, j'ai pas la réponse complète. Je suis plutôt quelqu'un qui dit non, ne serait-ce que par exemple du tracteur et de la voiture. Et puis, je te prends Twitter, les gens qui disent l'IA va remplacer les développeurs. Je défie quiconque d'essayer de coder une application avec ChatGPT ou autre. C'est pas possible. Il y a des problèmes où les humains ils sont beaucoup trop flexibles et l'humain consomme, je vais pas dire 0 en watts, mais ça consomme une ampoule. Un cerveau humain, il consomme la même énergie qu'une ampoule, même moins qu'une ampoule. Un GPU, il consomme 400 watts. D'accord? Et les modèles actuels, ils tournent sur 3-4 GPU. Donc, tu mets 1 kilowatt pour reproduire quelque chose qui vaut même pas une ampoule chez un humain. Donc je pense qu'on est encore hyper loin. Et je te parle même pas des ressources naturelles qu'il faut extraire pour avoir suffisamment de processeurs pour
générer toutes ces IA ou pour avoir toutes ces IA qui tournent. Ouais, tu as plein de problèmes qui sont systémiques, qui sont au-delà de est-ce que ça va remplacer l'humain, mais ma réponse à moi, elle est non, mais peut-être que je vais me tromper, tu vois? Je passerai peut-être pour un blaireau dans 5 ans, tu vois? Mais Je pense pas. j'y crois pas trop. Je pense qu'elle peut parfaitement remplacer l'humain sur certaines tâches, surtout par sa rapidité de calcul. Sur cela, on peut pas la comparer à l'homme. Mais justement, tu as parlé de Yann Lequin et j'avais lu un article où il disait le grand challenge aujourd'hui de l'IA, et ben, c'est le même challenge que l'IA a depuis des années, c'est le fait de ne pas avoir de sens commun. C'est ce qui le différencie vraiment de l'homme. Et est-ce que un jour on pourra donner une certaine conscience à l'IA? Moi, pour moi, je dis non. Et j'aimerais savoir ce que t'en penses, toi. Tu peux simuler une conscience. Tu peux simuler une conscience. Tu peux, mais moi aussi je peux. Je veux dire, ça se fait depuis des années. Lisa de Apple, il y a 30 ans, il le faisait, tu vois. Tu peux dire bonjour, je m'appelle machin, etc. Est-ce qu'une IA, elle peut avoir une conscience? Déjà, c'est hyper subjectif. Après, tu vas commencer à dire, ouais, mais du coup, comment on la code? Quelles règles on lui donne? C'est quoi une bonne conscience? Quoi une mauvaise conscience? Déjà, la société, avant qu'elle arrive à trouver la réponse, ça va être compliqué, tu vois. Et une IA, tu peux dire, elle a sa conscience éventuellement, mais ce sont que des artefacts. Ce sont que des mirages, ce sont que des reflets d'un truc qui existe, mais ça n'existe pas. Ce sont des nombres dans une matrice. Tu vois, là tu arrives dans la philosophie, mais pour moi, elle n'est pas de fait de chair, entre guillemets, elle est pas, elle existe qu'à travers des nombres qui sont la moyennisation de tout ce qu'elle a lu, de tout ce qu'elle a vu sur Internet, etc. Tous les métiers vont être transformés. Ça, c'est sûr. Tous les métiers, ou quasiment tous les métiers vont être transformés. De la personne qui balaye, parce qu'on va faire des machines automatiquement qui détectent les détritus, qui passent un petit coup de balai. Est-ce que c'est efficace? J'en suis pas certain, vu le niveau Et le coût d'électronique que tu vas aussi. devoir, le Le coût. coût, le coût de CO2 pour extraire toutes les. Au-delà de ça, tous les métiers vont être transformés. Ok. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont être transformés parce que le système, il a plus de connaissances et il va te remplacer? Ou alors tu vas dire, bah, le système, il est peut-être plus accurate, enfin plus précis. Mais est-ce que finalement, le rôle du médecin, c'est pas la question du diagnostic, c'est la question de l'accompagnement? Tu vois, c'est peut-être ça le sujet. Est-ce que, par exemple, un développeur, tu vas dire, ah, l'IA écrit plus vite du code. C'est vrai. Mais est-ce que le sujet, c'est le code ou est-ce que le sujet, c'est de comprendre le problème, le traduire dans une architecture et ensuite, c'est pisser du code? Parce que pisser du code, tout le monde peut le faire, tu vois, j'exagère, mais comprendre le problème, définir la bonne architecture et bien cadrer le problème, c'est 90% du sujet des développeurs. C'est 90% du problème. Tout le monde peut pisser du code en Python, en Java, en ce que tu veux. Si tu veux, c'est pas tu copies-colles ce que tu vois sur Stack Overflow, à un moment donné, ça va fonctionner. Mais c'est pas ça qui fait la valeur. Tu prends des mecs comme Christophe Casalegno, tu vois. C'est un bon exemple, Christophe. Il fait tout en Bash. Et Bash, c'est pas le langage de code machin. Mais tu peux résoudre tous les problèmes dans n'importe quel langage. Tu vois. La question, c'est comment tu es smart enough pour structurer le problème pour trouver une solution. Et je te prends les hackers. Toi, tu es en cybersécurité, tu parles de cybersécurité, mais c'est quoi la valeur des hackers? C'est pas de coder, de machin. C'est d'être intelligent pour être créatif, pour trouver une faille qui n'a jamais été trouvée. C'est de penser, c'est le summum de la créativité pour moi. Les gens qui ont peur, il faut qu'ils se documentent, il faut qu'ils s'éduquent. Et on a une chance incroyable, c'est qu'on a ces outils-là d'IA, la différence avec toutes les autres transformations que tu as eues. Donc, je te parlais de transformation industrielle, les chevaux, la voiture, la mobilité, etc. C'est probablement, selon moi en tout cas, la seule transformation sociétale où l'outil de transformation, l'outil qui est à l'origine de la transformation, est le même outil qui peut t'éduquer dans la transformation. C'est-à-dire que quand tu passais des chevaux à la bagnole, c'est à toi d'apprendre à conduire. Ok, tu peux pas demander à la voiture de t'apprendre à conduire. Et c'est pour moi la première fois où l'outil qui vient faire ta transformation est le même outil qui peut t'aider à achever la transformation et à devenir quelqu'un d'autre par cette transformation. Tu peux demander à ChatGPT, tu dis hey, j'aimerais bien devenir un expert des LLM. Explique-moi comment fonctionne un LLM. Explique-moi comment fonctionnent des tokens. Explique-moi comment fonctionne le mécanisme d'attention. Explique-moi comment fonctionne un calcul maîtrisé. Tu peux poser 50 questions et ça n'a jamais été aussi distillé et aussi accessible l'information. Je pense que c'est une révolution qui va être c'est la révolution de la connaissance et je pense qu'elle va être hyper intéressante et je pense que les gens devraient utiliser cet outil-là pour préparer ce qui s'en vient plutôt que d'oublier. Donc c'est le même outil qui peut te tuer, qui est le même outil qui va te sauver, tu vois.
Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais avoir vos impressions en commentaire comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces réponses et ce que vous pensez de l'évolution de l'IA à travers le temps. Je vous invite à tester Gladia, la solution développée par Jean-Louis et ses équipes. Vous pouvez le faire gratuitement, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai fait récemment et j'ai été assez surpris des résultats. Bien que j'avais choisi la langue française, des termes comme hack the box ou write up étaient transcrits et le résultat était assez satisfaisant. J'ai traduit une de mes vidéos de plus de 9 minutes et il y avait très peu d'erreurs. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!